Hello, everyone. Bonjour à tout le monde. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette séance pour l'Institut. Je suis un des directeurs de ce service Genève. Nous sommes beaucoup de personnes nous sont rejointes de l'étranger, mais avant de commencer, je voudrais vous dire que toutes les présentations seront en anglais, mais il y aura l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Cliquez sur le bouton de l'interprétation en bas de votre écran pour sélectionner la langue que vous préférez. La séance est enregistrée et vous allez recevoir le lien pour accéder à l'enregistrement à la suite de cette séance. Finalement, il y aura une séance pour les questions et les réponses après les présentations. Si vous avez une question ou des commentaires, tapez-les, s'il vous plaît, dans cette boîte questions-réponses et nous allons répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, pour commencer, je voudrais vous donner un peu de contexte pour le travail de GNN pour aider à construire les banques alimentaires. Quand GFN a été construit en 2006, elle a eu le but de créer les banques alimentaires existantes et aider à démarrer de nouvelles banques alimentaires. Ceci a été fait dans 20 pays. Encore une diapositive. Tout à l'heure, vous allez entendre parler notre directeur sur comment ces banques alimentaires sont plus efficaces et augmentent les impacts. Vous allez entendre nos membres qui vont nous parler de comment ils aident les leaders locaux pour la première fois dans la communauté. Et finalement, vous allez entendre parler d'une banque alimentaire pour voir comment elle a accéléré le développement de sa banque alimentaire. Et puis, après, nous allons répondre à vos questions et à vos réponses. Permettez-moi d'abord de vous présenter Lisa Mound, le président et le PDG du GNF depuis 2015. Merci, Chris. Bonjour et bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Merci pour être ici avec nous aujourd'hui. Il est vrai que nous sommes heureux de vous connaître un peu mieux et d'apprendre de ce que vous voulez faire dans vos communautés. Comme Chris l'a dit, le GFN a fêté 15 années depuis sa création et la mission explicite est de soutenir des banques alimentaires nouvelles existantes comme vous, même qui s'engagent et qui ont une vision pour faire face à la faim et au gaspillage alimentaire. Nous avons été créés à la suite de 4 organisations aux États-Unis, Canada, Argentine et au Mexique qui ont commencé à recevoir des demandes de la part de personnes du monde entier qui voulaient créer des banques alimentaires dans leur communauté et avaient besoin de savoir comment se concentrer sur leur communauté et ils voulaient connaître comment on pouvait soutenir la création de nouvelles banques alimentaires. C'est là où le GFN a été créé. Et donc, Chris est un des fondateurs et il est avec nous depuis 15 ans et collabore avec des collègues comme vous pour soutenir ceux qui veulent changer leur communauté. Je vais vous parler où nous en sommes aujourd'hui et après nous allons repasser la parole à Chris qui va vous parler de comment nous travaillons avec les nouvelles banques alimentaires. Notre vision est d'un monde libéré de la faim. Et nous existons pour accompagner les leaders et leur donner un soutien technique, le financement capitalisé et même des partenariats pour aider les organisations basées dans les communautés pour faire face à la faim à long terme. Nous travaillons avec toute une gamme d'organisations. On va passer à la prochaine diapositive. Actuellement, nous sommes présents dans 44 pays et c'est toute une gamme d'organisations. Quelques-unes des banques alimentaires existent depuis des décennies, mais beaucoup d'elles existent depuis seulement 5 ans. Et donc, selon le type d'organisation,
et selon où elles sont situées, cela va dicter le genre de service que nous pouvons leur offrir. Un des avantages à travailler avec GFN, c'est que vous avez accès à notre équipe d'experts, car il y a beaucoup de contextes économiques et culturels et donc notre personnel a beaucoup d'expérience et vous avez accès aussi à un grand réseau de leaders comme vous-même qui font du travail très innovant pour atténuer la faim dans leur communauté. Donc, nous soutenons les banques alimentaires dans 44 pays et en 2019, euh, en 2019, cette communauté de banques alimentaires a nourri plus de 16,9 millions de personnes. Et dans plusieurs cas, nous travaillons avec les sociétés bénévoles et des orphelinats, par exemple, et nous développons beaucoup de services sociaux pour engager les clients et pour faire face à ces besoins. Et donc, le réseau des services sociaux que le GNF dessert sont très importants. En 2019, ce nombre est augmenté et donc ceci a un impact mondial très important. Cette année a été très difficile pour vous tous et pour toutes les communautés avec qui nous collaborons. Et les banques alimentaires ont eu un grand défi à relever. L'année dernière, le GNFN, entre mars et novembre 2020, ont desservi 27 millions de personnes. Ces organisations basées sur la communauté ont un impact mondial vraiment très, très fort et nous voyons que le modèle des banques alimentaires est un modèle qui peut aider la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la fin Chris et d'autres. Aujourd'hui, vous parlez de notre modèle, mais je voudrais vous répéter que nous nous concentrons sur comment nous soutenons les initiatives basées sur la communauté et les leaders communautaires. Et notre expérience est très vaste. Nous nous concentrons sur le modèle lui-même, comment construire une banque alimentaire, quelle est la capitalisation nécessaire, comment vous assurer que la logistique est la plus efficace possible. Et nous avons des expériences particulières sur comment vous procurez des produits nutritifs et comment vous travaillez avec les agences gouvernementales? Comment est-ce que vous ciblez les groupes les plus vulnérables de façon plus efficace possible? Et nous allons sauter cette diapositive. Alors, voilà un aperçu de notre travail en 2019, mais une chose que je voulais souligner, c'est que le GFN, pour les premières 10 années, nous sommes concentrés sur les organisations, surtout en Amérique centrale et du Sud et en Asie du Sud-Est. Mais nous, notre vision pour les prochaines années veut se concentrer pour soutenir l'expansion des marques alimentaires dans d'autres régions avec un grand besoin, par exemple le Sud-Est asiatique, l'Afrique subsaharienne et certaines régions dans l'Amérique latine où nous ne travaillons pas encore. Et donc, ceci est une partie importante de notre travail. Et nous avons développé plusieurs programmes pour soutenir plusieurs organisations au début de leur activité ou qui sont. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner de nouveaux partenaires. Donc, avec ceci, je vais repasser la parole à Chris pour parler des services que nous offrons. Merci, Lisa.
Donc, pour vous donner encore du contexte, je voudrais vous parler de quelle est la définition du GNF des banques alimentaires. C'est une entité qui distribue des produits et produits d'épicerie à grande échelle aux individus. Le but, c'est d'obtenir donc une distribution à grande échelle dans toute la communauté. Donc, il ne s'agit pas seulement une petite banque alimentaire au niveau c'est quelque chose de plus vaste. Donc, il n'y a pas de discrimination. Les services et les produits sont disponibles à toute la communauté dans son ensemble. Une grande proportion des aliments et des dons sont donnés justement par des systèmes alimentaires commerciaux et les gouvernements. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une société à non à but lucratif. Beaucoup de banques alimentaires achètent des produits pour complémenter leur inventaire, car ils n'ont pas tous les produits nécessaires pour satisfaire les besoins nutritifs. Ils ne sont pas toujours disponibles de la part des donateurs. Et donc, il y a des banques alimentaires qui achètent des produits pour complémenter leur inventaire. Mais ces acquisitions ne sont pas la source primaire de leurs produits. Une banque alimentaire dépend des alliances qu'elle crée avec les parties prenantes dans tous les secteurs de la société, le secteur public, privé et toute la société civile. Ces alliances donnent donc la lymphe vitale et sont une partie intégrante de la communauté. Donc, pour cette raison, parmi d'autres, une banque alimentaire en général et idéalement est une ONG. Les gouvernements pourraient éventuellement, dans le passé, lancer et créer des banques alimentaires comme service communautaire, mais en général, normalement, ces banques alimentaires deviennent, à la suite, sont transformées en ONG. Et ceci a plusieurs avantages que je vais expliquer tout à l'heure. Prochaine diapositive. Comment est-ce que les banques alimentaires fonctionnent? Comme vous voyez d'après cette diapositive à gauche, les produits alimentaires et d'épicerie sont distribués euh, dans toute la chaîne d'approvisionnement. Les exploitations agricoles, la pêche, les industries agroalimentaires et jusqu'au niveau du détail, les épiceries et les restaurants où le produit. Et c'est là où le produit en excédence n'est plus valable du point de vue commercial et donc il n'est plus vendable. Et parfois, les gouvernements eux-mêmes fournissent des produits et les produits qui sont fournis par les gouvernements, en général, sont fournis car le gouvernement ont des programmes pour soutenir les prix, par exemple. Donc, ils achètent des produits ou des biens ou des biens alimentaires pour soutenir les agriculteurs, pour préserver les prix et ou pour faire face à l'insécurité alimentaire. Et donc, la banque alimentaire est la façon et l'infrastructure la plus efficace pour faire parvenir donc ces produits dans les mains des gens qui en ont besoin. Donc, il y a toute une série de ressources qui déversent dans la banque alimentaire. C'est une organisation non à non but lucratif avec un entrepôt et c'est comme une entreprise privée qui distribue les produits alimentaires, mais elle ne remporte pas des gains. Donc, les produits sont acheminés vers les entrepôts. Parfois, ils doivent être manipulés. Par exemple, un donateur fournit euh, un container de riz. Et ce produit doit être partagé dans des paquets plus petits pour être distribué aux familles. Donc, il faut les gérer, les manipuler dans la banque alimentaire pour qu'elle puisse être distribuée dans la communauté. Et ces organisations basées sur la communauté sont toute une gamme d'organisations. Il y en a qui existent uniquement pour le but de fournir donc un garde-manger, par exemple. D'autres sont des organismes plus vastes qui offrent d'autres services à ceux qui ont différents besoins. Mais
à cause de la nature de leur programme. Par exemple, ils sont basés dans les quartiers où c'est un orphelinat, ou c'est une maison de retraite ou un centre pour la réhabilitation des alcoolisés, ou pour un abri pour les femmes battues. Donc, ce genre d'organisation doit pouvoir donner à manger à leurs clients, euh, tandis qu'ils offrent les autres services caritatifs, euh, qui est la raison principale pour laquelle ces organismes existent. Donc voilà, ça c'est un aperçu. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diapositive. Donc, il y a plusieurs modèles de banques alimentaires, surtout euh, qui sont répétés dans plusieurs cultures et sociétés. Mais à la base, toutes les banques alimentaires se ressemblent. Il y a Elle est basée sur un entrepôt. C'est là où les aliments sont collectés et puis distribués aux organisations basées sur la communauté et aux ONG, et qui dépendent de la banque alimentaire. Et ça, c'est la base, c'est le modèle de base. Il y a plusieurs suppléments, activités supplémentaires, par exemple, et on a quelques exemples ici sur les diapositives. La première, c'est les repas déjà préparés. Dans le modèle qui se base sur les repas préparés, la banque alimentaire va récolter ce qui est un excédent des traiteurs, par exemple, les traiteurs indépendants ou les hôtels, ou les mariages, les fêtes de mariage, les conférences, etc. Et aussi, ils vont récolter aussi à partir des restaurants. Ils vont prendre ce produit directement de la part du donateur et vont le distribuer aux organisations basées sur la communauté, qui vont utiliser tout de suite ces produits dans leur programme. Et comme vous pouvez imaginer, il y a des problèmes de sécurité alimentaire. Donc, la logistique est plus difficile et plus coûteuse. Et donc, normalement, ces produits alimentaires ne commencent pas à partir d'un dépôt, car il faut acheminer tout ça beaucoup plus rapidement. Un autre modèle qui s'utilise normalement, c'est ce qu'on appelle un modèle de banque alimentaire virtuelle. Il y a des organisations spécialement, par exemple, un café ou bien un supermarché qui ont des produits qu'ils veulent faire disponibles, mettre à la disposition de la banque. Et chaque don peut être plus petit que normalement par rapport à ce que la banque aurait. Par exemple, si vous parlez d'une chaîne de supermarchés, une communauté peut avoir 50 ou 60 supermarchés dans une certaine chaîne de supermarchés, et chacun d'eux a 50 ou 100 ou 200 même kilos de produits qu'ils veulent donner. Mais pensez à la logistique de la banque alimentaire en ce qui concerne organiser les véhicules pour aller récolter tout cela. Ça serait très difficile. Alors, ce modèle de banque virtuelle a évolué de la façon que la banque ne gère pas le produit, mais il gère les relations entre les donateurs et les bénéficiaires. Et la banque ne gère jamais ses produits. Ils font seulement cette connexion, ce lien, et on se met d'accord sur un calendrier, par exemple, et les bénéficiaires peuvent aller chercher les dons pour eux, et ça c'est juste pour les bénéficiaires, et on ne les redistribue pas. Et toutes les informations, ce qui concerne le volume, la taille, toutes les informations qui sont nécessaires pour donner aux donateurs, c'est centralisé à la banque alimentaire.
Typiquement, c'est basé sur une application basée sur technologique, basée sur le téléphone, où quelqu'un met des données sur leur téléphone, sur l'application, cela arrive à la banque et se communique avec les parties qui donnent tout cela. Alors, c'est une façon euh, très importante pour obtenir beaucoup de produits, même si les dons en général sont petites en échelle. On va passer à la prochaine. Alors, tout cela nous pose cette question. Quelle est l'infrastructure organisationnelle que dont la banque a besoin? Alors, quels sont les modèles que les personnes qui sont en train de faire le dessin, de concevoir ce projet? Ça dépend des types d'aliments à manipuler, de la méthode de collecte, de distribution, quelles sont les exigences de stockage. Bien sûr que le plus important, les facteurs les plus importants sont toujours avoir la sécurité alimentaire nécessaire. C'est critique que la banque prenne toutes les dispositions nécessaires dans tout leur programme pour assurer que les aliments donnés soient sûrs. Il faut que ça soit prêt à manger quand ça arrive aux bénéficiaires, bien sûr. Alors, ça veut dire que quand ils pensent à, par exemple, aux installations, à l'entrepôt, aux véhicules, aux équipements, ils doivent penser très spécialement basé sur les produits qu'ils s'attendent à recevoir et voir si ces produits doivent être, par exemple, réfrigérés, s'ils peuvent être, par exemple, comme les fruits et des légumes ou des produits laitiers, ou bien s'il faut, par exemple, un niveau des produits surgelés où il faut avoir même une température beaucoup plus basse même de ce qui est normal. Il faut faire attention avec aussi la technologie et finalement le réseau de distribution. Et ce réseau de distribution est basé sur les ONG et les agences de la communauté, comme on avait dit tout à l'heure. Et finalement, une banque alimentaire est un atout communautaire. Les banques alimentaires cherchent à établir des liens entre les excédents et les besoins en créant et en assurant une infrastructure permettant de récupérer et de redistribuer des aliments. Et ça représente le secteur public, le secteur privé, la société civile afin de favoriser des initiatives à long terme pour éviter le gaspillage alimentaire. On va en parler encore plus sur cela. Mais en ce qui concerne cela, c'est vraiment un atout communautaire. La meilleure description que j'ai entendue d'une grande ville au Texas qui a parlé de cela, et il a dit cela. Alors, quand on pense, nous pensons que c'est la même importance. Le conseil, il a parlé au conseil à l'hôtel de ville, a dit que la banque est très importante pour que la ville puisse survivre. Et ça, c'est très important parce que c'est une façon de vraiment reconnaître les résultats des banques alimentaires. Et en ce qui concerne cela, maintenant, je vais vous présenter le vice-président de Doug O'Brien qui va vous parler de ces résultats encore plus. Doug? Merci, Chris. Et comme Chris a dit, les banques alimentaires sont essentielles pour la communauté, même comme le sont les chefs de police, les hôpitaux, etc.
Alors, les banques alimentaires existent pour résoudre un problème de faim et de sécurité alimentaire. Et cette année, avec la pandémie qu'on a eue, la sécurité alimentaire a été très importante. On va dire que le défi qu'on a aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas assez d'aliments. Il y a beaucoup plus d'aliments de ce dont on mange. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait des décennies. Le problème arrive parce qu'on n'a pas l'accès à la nourriture, aux aliments. Et ça, c'est surtout pour les problèmes, les personnes économiquement défavorisées. Cela crée un cercle vicieux qui continue à créer ce cycle où on a tout le temps, il y a la faim et les personnes qui sont économiquement défavorisées. Alors, la sécurité alimentaire est clé. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ou ce problème d'accès aux aliments? Plus de 813 millions de personnes ont faim chronique. On estime à 2 milliards le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, ces personnes qui n'ont pas d'accès aux aliments pour avoir une vie saine. Et on a 3 milliards qui souffrent des carences nutritionnelles et sont incapables de s'offrir une alimentation saine. Et ces chiffres sont très, très larges. Et pour des gens, on a l'impression que c'est impossible de changer. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez d'aliments, c'est qu'il n'y a pas accès aux aliments. C'est pourquoi les banques alimentaires peuvent résoudre ce problème. Alors, pour résoudre la faim, cela peut ajouter et avoir un impact partout dans le monde, à commencer avec vos communautés. Et après, cela se propage partout. Alors, si on peut fournir des aliments pour tous ceux qui n'ont pas vraiment l'accès, cela peut résoudre vraiment le problème de la pauvreté. Alors, prochaine. Et comme Chris a mentionné, c'est le modèle par lequel les banques opèrent et comment ça peut marcher. On a le STD2 et STD12 qui est responsable pour la consommation et la production. Alors, un tiers de toute la nourriture produite est perdue ou gaspillée. Et le modèle de la banque est un modèle efficient et efficace pour faire face au paradoxe de l'insécurité alimentaire mondiale dans beaucoup de villages, de communautés. Et cela aura un impact, les activités communautaires. En 2019, l'idée, c'était de rediriger 3,75 millions de tonnes métriques d'excédents d'aliments récupérés pour réduire les 12,39 milliards d'émissions de gaz à effet de serre. Et cela, on l'a fait une communauté à la fois dans plusieurs pays. Et dans la moitié de ces pays, il y a les banques qui sont là depuis seulement moins de 20 ans. Alors, ça, c'est cette approche de résoudre la faim comme une communauté à la fois. On peut résoudre ces défis dans leur contexte avec des méthodes qui peuvent résoudre leurs besoins pour arriver au niveau de zéro faim. Comme Chris l'a dit, pour être efficace, pour être l'atout communautaire qu'il a mentionné, les banques doivent s'engager avec le secteur public
et avec les parties prenantes. Ils peuvent être le secteur public, le secteur privé et tous les segments de la société civile. La Banque alimentaire est organisateur pour résoudre les problèmes qu'on a en face de nous, qui sont le plus proche des problèmes. Alors, l'influence des banques alimentaires est élargie pour avoir des solutions plus à long terme et les ressources qu'on a avec les entrepreneurs pour résoudre cela à long terme, avec des politiques qui aident à développer la résilience de la société et la mobilité économique. Certaines de ces régions d'impact, comme par exemple, il faut vraiment envisager des mesures pour mettre en œuvre ces solutions, pour continuer avec, par exemple, les nourritures à l'école, la protection des travailleurs, par exemple, pour les programmes avec les jeunes à l'école, pour les immigrants. Et l'espace environnement, il y a des politiques pour réduire le gaspillage alimentaire et surtout pour continuer avec la résilience alimentaire, pour continuer à créer, par exemple, des avantages impositifs. Tout cela combiné aide à développer une communauté plus solide avec les parties prenantes qui se concentrent sur les politiques pour répondre à ce défi de pourquoi est-ce qu'on a des gens qui ont faim toujours. Et cela aussi aide à arriver à ce but qu'on a du zéro faim pour réduire le gaspillage alimentaire du point de vue local et global et qui aide l'environnement. De cette façon, les banques ressemblent les parties prenantes concentrées sur une mission commune de réduction de la faim et de l'insécurité alimentaire à long terme. Et ce modèle est un outil qu'on a maintenant. Il ne faut pas en penser, il est déjà là et il a beaucoup de potentiel pour transformer nos défis. Et le résultat à échelle a un impact très important. Alors, je vais passer la parole à Anthony Kitchen pour parler de l'évaluation de faisabilité pour les communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme il a mentionné, comme Doug l'a dit, je suis Anthony Kitchen et je suis directeur et de GFN. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Alors, je suis content que vous soyez là pour ce webinaire parce que si vous êtes là, ça veut dire qu'au moins vous êtes intéressé à commencer ou à concevoir une banque alimentaire. Et je suis sûre que ce que vous avez déjà entendu a déjà renforcé votre intérêt à commencer. Et vous avez déjà vu comment ça marche très bien, ce modèle de banque alimentaire. Et on peut vraiment aider les gens qui ont faim dans votre communauté en même temps qu'on réduit le gaspillage alimentaire et on aide l'environnement. Bien sûr qu'on veut le faire, mais maintenant, ça commence le vrai travail et ça, c'est dont je vais parler. Vous avez déjà entendu dire, Chris a parlé de l'atout communautaire qui représente la banque. Et quand vous vous engagez à cela, vous vous engagez avec la communauté. Alors, c'est très important
que la banque alimentaire soit soutenable à long terme. Alors, je comprends que, bon, vous vouliez tout de suite commencer à travailler, commencer à faire ce que vous voulez faire pour vous sentir bien et pour remplir ce dessin. Mais il faut vraiment suivre le procès rigoureux de planification pour que ça marche. Alors, pendant les prochaines minutes, je vais parler de l'évaluation de la faisabilité pour déterminer si ce modèle va fonctionner ou va marcher dans votre communauté. Et après, je vais donner la parole à Chris qui va vous parler sur le planning. Alors, on va y aller. Alors, la phase d'évaluation est une façon de collecter des informations, c'est très important. C'est un document et ce document devrait avoir 4 chapitres. Bien sûr, vous pouvez en ajouter si vous voulez, mais ces 4 sont les chapitres ou les sections de votre rapport qu'il faut avoir. On va en parler en détail de chacun. Alors, d'abord, on va parler de bien comprendre les besoins. Qui sont les personnes que vous essayez d'aider? Qui sont les gens, les personnes qui ont de la faim? Si vous allez commencer, par exemple, votre business, vous allez analyser quels sont vos clients. Ça, c'est la même chose. Même dans notre secteur de travailler à but non lucratif, on fait la même chose. Il faut recollecter des informations sur la géographie, qui sont les personnes qui souffrent de la faim, pourquoi font-ils face à la faim, combien d'entre eux sont des femmes, des enfants, des autochtones qui sont les plus vulnérables. Après, où sont-ils? Il faut savoir où ils sont. Par exemple, il ne faut pas conduire partout. Par exemple, est-ce qu'on parle d'une ville ou de plusieurs villes? Alors, il faut penser entre la différence entre la ville et la zone rurale, par exemple. Il y a beaucoup de différences entre les deux. Les régions rurales peuvent être plus difficiles pour y arriver. Alors, elles sont où? À quelle distance sont-elles? Comment sont les rues, par exemple, pour y arriver? Donc, ce sont toutes les choses auxquelles vous devez réfléchir. Donc, nous vous prions de bien étudier les données. Même si les données ne sont pas parfaites, il faut un certain nombre de données au niveau du gouvernement, au niveau municipal, ou est-ce qu'il y a des agences qui ont des données à partager avec vous? La meilleure prise de décision basée sur des données. Donc, si vous utilisez les données à la base de décision, c'est la meilleure chose. Et quand il s'agit, par exemple, de rédiger des propositions, les donateurs veulent voir des données solides sur laquelle vous vous êtes basé. Donc, il faut aussi réfléchir aussi tout ce qui est ethnique, religion et diversité culturelle. Donc, non seulement vis-à-vis des produits que vous allez distribuer, mais aussi le genre de service que vous allez fournir. Et Chris, on en a déjà parlé tout à l'heure. Si vous êtes un membre certifié du GFN, nous demandons que vous ayez une politique non discriminatoire qui est disponible publiquement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Pour passer donc au prochain chapitre. Donc, maintenant, vous avez compris quels sont les besoins dans votre environnement. Maintenant, il faut comprendre qui d'autre essaie de faire face à ces besoins. Il faut réfléchir et bien comprendre qui fait quoi pour bien comprendre comment vous allez vous positionner et quelle sera votre place dans tout ce tableau. Donc, il faut commencer avec qui. Qui est présent? Le
gouvernements, les ONG internationaux, les écoles, les organisations caritatives. Et probablement, c'est une combination de tout ceci. Il faut comprendre donc tout le tableau quand vous démarrez votre activité. Ce n'est pas seulement qui, mais comment est-ce que ces services sont offerts? C'est par des centres d'alimentation, des programmes d'alimentation pour les écoles, ou est-ce qu'il y a une livraison directe au foyer? Et est-ce que c'est quelque chose de régulier? Et si ce n'est pas régulier, comment est-ce que les gens font pour combler ce vide? Donc, quel est votre rôle dans ce contexte? Quelle est l'alliance que vous pouvez créer avec d'autres organisations? Il y a peut-être une agence qui fait quelque chose et vous pouvez peut-être créer des alliances avec une organisation qui offre des aliments et vous allez offrir les aliments et l'autre agence va offrir des services. Donc, chacun respecte son expérience et ses capacités. Donc, il faut aider le plus grand nombre possible de personnes dans la communauté. C'est ça le but. Et quand on collabore avec d'autres et quand on crée des partenariats, c'est souvent la meilleure façon d'atteindre ce but. Et réfléchissez aussi à la collaboration et quand vous vous positionnez, si vous le faisiez en compétition avec un autre organisme, ce n'est pas la meilleure chose pour votre communauté. Donc, gardez ceci dans votre esprit. Donc, nous allons passer à la prochaine diapositive. Jusqu'à présent, nous avons étudié tout ce qui est service, donc les services que vous allez offrir. Mais maintenant, nous allons regarder de l'autre côté et voir quels sont ce que vous devez faire. Il y a 3 piliers et en anglais, ces 3 piliers commencent avec la lettre F, donc les fonds, les aliments et les amis. Alors d'abord, fonds. Aucune organisation, soit à but lucratif, soit à non but lucratif, a besoin de l'argent. C'est vraiment vital. Donc, il faut penser à où trouver cet argent, un capital initial, et après, il y aura un besoin supplémentaire et des coûts opérationnels, par exemple. Donc, il vous faudra du capital pour votre infrastructure, les entrepôts, quelle que soit la formule. Si vous achetez, vous louez, il faut en plus des véhicules, par exemple, où il y a la chaîne de froid, et des véhicules, par exemple, réfrigérateurs. Et à fur et à mesure que vous grandissez, vous allez peut-être vouloir rajouter des programmes. Il y a des dépenses pour le personnel, pour l'électricité, le carburant, etc. Et donc, d'où va venir cet argent? Quelle est la culture de philanthropie dans votre pays? Est-ce qu'il y a des gens riches qui peuvent vous faire des dons? Et la responsabilité des entreprises, le CSR, est-ce que ceci existe? Est-ce que les sociétés, les multinationales par exemple, donnent de l'argent et quels sont les programmes auxquels elles donnent de l'argent et qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir accès à cet argent? Alors, les autres ressources, est-ce qu'il y a des agences d'aide ou des ONG internationaux qui pourraient donner de l'argent à votre pays? Une autre question encore plus importante, quel est le rapport des frais de service des ONG? Et nous avons beaucoup de renseignements sur tout ce problème concernant les frais. Donc maintenant, nous allons passer à la prochaine diapositive et nous allons parler des aliments. Alors, car une banque alimentaire qui n'a pas d'aliments ne va jamais nourrir la population, n'aura pas d'impact. Alors, comment obtenir la nourriture? Au début, Chris a
définit la banque alimentaire, qui est que la plupart des aliments sont donnés. Donc, c'est des aliments qui, pour beaucoup de raisons, ne sont plus vendables et il s'agit d'excédents. Donc, dans cette phase, il faut réfléchir pour bien comprendre la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans votre pays, à commencer avec le secteur agricole. Quelles sont les exploitations agroalimentaires, les petits exploitants agricoles? Et puis, il y a la production, les distributeurs, la vente de détail, les marchés, les hôtels, les restaurants, les cafés, etc., les cantines. Et il faut donc penser à toute la chaîne d'approvisionnement de la ferme à la table. Les importateurs, les exportateurs. Votre pays est un exportateur ou un importateur? Car soit dans les deux cas, il y a des opportunités. Alors, quelle est la logistique? Quels sont les mécanismes d'approvisionnement? Quelles sont les sociétés de logistique? Quels sont les entrepôts? Est-ce que ce sont les mêmes sociétés qui gèrent les entrepôts? Il faut comprendre aussi le marché secondaire. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec les excédents? Est-ce que les excédents sont jetés ou est-ce que les excédents sont utilisés? Est-ce que les agriculteurs utilisent les excédents pour les animaux? Ou est-ce qu'elles sont utilisées pour les ressources énergétiques? Donc, il faut comprendre que quand vous allez parler avec les sociétés, comment elles marchent et quelle est votre place dans leur modèle. Et à GFN, nous avons beaucoup de ressources sur le sourçage des produits qui peut vous aider. Donc, le dernier volet, c'est les amis. Donc, il vous faut bien sûr embaucher des gens payés, mais après ceci, il y a des bénévoles qui peuvent vraiment changer la donne. Donc, pensez à ceci. Quelle est la culture du bénévolat dans votre pays? Est-ce que cette culture existe? Quels sont les programmes de bénévolat qui existent? Pourquoi est-ce que les gens veulent travailler comme bénévoles? Comment est-ce qu'on peut les inciter à revenir? Pensez aussi aux bénévoles qui ont des capacités. Quels sont les services qui peuvent donner accès à des personnes qui ont des capacités spécifiques? Il y a par exemple les juridiques, les juristes, les comptables. Il y a toutes sortes de bénévoles qui ont des capacités spécifiques et techniques qui pourraient vous aider. Et puis, nous allons passer maintenant à la prochaine diapositive. Est-ce que tout ce qui est règlement et cadre juridique est bien structuré? Bien sûr, il faut suivre les règles et les lois, mais pour faire ceci, il faut connaître les lois. Donc, premièrement, comment et où enregistrer votre organisation en tant que ONG non but lucratif? Quelle est la procédure? Combien de temps est-ce qu'elle va durer, cette procédure? Parce que parfois, elle va durer très longtemps. Et donc, ceci fait partie de votre planification. Les gens ne vont pas donner avant que vous ne soyez enregistré en tant qu'ONG non but lucratif. Donc, pour préserver ce statut, qu'est-ce que vous devez, quelles sont les données, les informations que vous devez fournir au comptable, par exemple? Et là, vous allez gérer, distribuer, transporter les aliments. Quelles sont les licences nécessaires pour faire ceci ou obtenir ces licences? Qui sont les organes qui relâchent ces licences et qui donnent la certification pour la sécurité alimentaire? Même si vous n'avez pas besoin de ces certifications, nous vous conseillons de les obtenir et de faire un audit par une autorité reconnue qui fait ce travail. Pouvez-vous recevoir de l'argent de l'étranger? Si vous pensez que beaucoup d'argent va venir de l'étranger, il vous faudra peut-être remplir des formulaires supplémentaires pour recevoir de l'argent de l'étranger. Et Chris
a parlé justement de la présence de gouvernements, d'autres gouvernements qui pourraient vous aider. Donc, dernière diapositive. Donc, ce document va vous aider à prendre la décision si créer ou non créer. Oui, on peut le faire. Voilà l'environnement qui est propice à la banque alimentaire, ou pensez-vous au contraire que non, ça ne va pas marcher, il faut un deuxième plan. Mais les renseignements que vous avez récoltés pour l'évaluation sont très utiles pour la prochaine étape, et qui est la planification détaillée. Et tous ces renseignements vont aider dans cette deuxième phase de planification. Avec ceci, je vais passer la parole à Chris qui va vous expliquer la prochaine étape. Merci, Tony. Donc, si vous avez complété l'évaluation de planification et vous avez décidé que les conditions sont propices pour la création d'une banque alimentaire, comment est-ce que vous allez concevoir cette banque alimentaire et quels seront vos besoins pour pouvoir lancer les activités? Nous allons consacrer quelques minutes maintenant pour vous expliquer, pour vous donner des réponses à ces questions. Donc, nous allons vous expliquer la conception de la planification ainsi que les éléments nécessaires pour cette planification et les résultats que ceci crée et comment ceci est utilisé pour arriver au moment de la mise en œuvre. Nous allons parler maintenant de l'infrastructure de planification qui participent, comment structurer le plan, comment engager tous ceux qui participent de façon intelligente pour créer un plan d'affaires et un plan de capitalisation. Nous allons parler du calendrier de planification, du plan financier qui doit faire partie du plan d'affaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons parler donc aussi du plan de capitalisation qui est nécessaire pour que le tout fonctionne. Donc, qui doit s'asseoir à la table? Puisque la banque alimentaire a été conçue pour qu'elle soit un atout communautaire et puisque la mise en œuvre des banques alimentaires dépend de l'engagement de la part des parties prenantes dans tous les secteurs de la société, il est important que le processus de planification soit aussi inclusif que possible. Quand il s'agit d'identifier qui sont ceux parmi la société qui devraient s'asseoir autour de la table, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Vous avez compris le concept de la banque alimentaire. Il faut vous poser d'autres questions concernant le concept et la mise en œuvre du concept. Qui est propriétaire de la banque alimentaire? En tant qu'organisme à non-but lucratif, il n'y a pas vraiment des propriétaires. Mais au fin des comptes, à qui êtes-vous redevable quand il s'agit des services? Alors, le personnel et les bénévoles sont responsables vis-à-vis de la gestion et eux, ils sont responsables vis-à-vis du conseil d'administration. Mais le conseil d'administration est redevable vis-à-vis quoi? La communauté, la société, c'est-à-dire la communauté dans laquelle travaille la banque alimentaire. Comme Tony l'a dit, quand on crée une banque alimentaire, il s'agit de prendre un engagement vis-à-vis de la communauté et vous avez un engagement moral de respecter cet engagement. Donc, il faut réfléchir à la création de cette banque alimentaire dans le contexte de la propriété de la part de la communauté de cet organisme à non-but lucratif. Et ceci comprend la population qu'elle dessert. Quand vous réfléchissez aux différents éléments de l'évaluation que Tony vous a expliqué, vous allez comprendre donc toutes les parties prenantes
et qui vont faciliter votre travail pour établir la banque alimentaire et définir les programmes. Et la dernière question est de savoir quels seront les programmes pour satisfaire les objectifs selon le modèle que vous avez choisi. Quelle est la portée des services qui seront nécessaires pour mettre tout en place. Donc, il s'agit de collaborer, d'exploiter les partenariats et les alliances que vous allez créer pendant la phase de planification et après la mise en œuvre du plan. Donc, ce tableau a le but d'identifier euh, les parties prenantes plus évidentes qu'il faut inclure quand vous créez votre plan d'affaires. Tous ceux qui ont été listés ici, dans le secteur privé et public et dans la société civile, sont des personnes avec qui vous allez engager, alors que la banque alimentaire va faire sa mission. Donc, il faut qu'ils participent dès le début pour qu'ils aient une voix, pour que leur discipline, leur expérience soit, qui fasse partie de la programmation de l'organisation. Prochaine diapositive. Nous vous conseillons de convoquer un petit groupe de leaders qui va agir en tant que manager de tout le processus. Le développement du plan d'affaires n'est pas un processus rapide. Vous allez passer plusieurs mois, même 6 à 8 mois, avec la phase d'évaluation de faisabilité. Et après ceci, grâce aux informations que vous avez récoltées et les renseignements que vous allez continuer à récolter pendant le développement du plan d'affaires, là aussi, il ne s'agit pas de quelques semaines de travail, il s'agit de plusieurs mois de travail. Et vous allez vous concentrer sur plusieurs disciplines. Et donc, il faut une équipe de leaders qui accompagne les parties prenantes qui participent à la planification et qui les accompagne dans tout le processus pour que toutes les questions plus importantes soient abordées et que le calendrier pour le planning soit organisé. Alors, cette équipe devrait être, devait être entre 4 ou 5, 6 personnes qui viennent de la base des parties prenantes qui vont établir la vision, la mission et les valeurs de l'organisation, ainsi que la chronologie, le calendrier du processus. Il faut aussi toujours essayer de trouver un accord, un consensus pour prendre les décisions. Et des fois, quand ils discutent les différentes idées, bien sûr, mais quand nécessaire, il faut qu'ils puissent prendre des décisions et qu'ils établissent la direction dans laquelle l'organisation va se mettre. Il faut pouvoir gérer les ressources et développer les partenariats nécessaires. Alors, il faut reconnaître qu'il y aura probablement des dépenses dans le processus de planification. Pas beaucoup, mais il faut savoir que quand on établit une équipe de planification, par exemple, si on organise une réunion, il y aura
des voyages, réunions, des dépenses pour, par exemple, pour louer une salle de conférence. Si vous allez vous réunir toute la journée, peut-être vous voulez sans problème leur donner à manger, non? Alors un repas, bon, ce c'est pas beaucoup, mais ce sont des dépenses en ce qui concerne la recherche. Il faut continuer avec la recherche en plus de ce qu'on a fait pendant la phase de faisabilité pour décider comment établir les différentes parties de la banque alimentaire, aussi que la définition de exactement qu'est-ce qu'on va faire. Et bien sûr, comme il a dit dans le rapport qui a été publié, ce processus, bien sûr, va finir par obtenir finalement le rapport. Alors, quelqu'un pourra peut-être prendre toutes les différentes parties du forum de planning parce qu'il y aura des différentes personnes spécialisées dans des différents secteurs. Alors peut-être quelqu'un pourra être engagé pour la rédaction de ce rapport. C'est pas beaucoup d'argent, mais il faut aussi pas commencer ce processus et après se rendre compte qu'il faut avoir des fonds pour cette partie de la planification. Alors, il faut en parler de cela tout de suite. Alors, quels sont les résultats ou les résultats livrables? Alors, ce qu'on a, c'est le plan de business, le plan d'affaires qui comprend le plan financier et le plan de développement ou de capitalisation, comme on l'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan d'affaires? Le plan d'affaires sera où on va définir tous ces aspects de ce que la banque est, comment elle va fonctionner, quelle est l'infrastructure nécessaire, quelles sont les ressources humaines nécessaires, quels sont les programmes qu'on va organiser. Du plan de vue du plan financier, et Tony a déjà en parlé un peu quand il a parlé de de la phase de faisabilité. Ce plan va définir combien ça va coûter, combien de ces coûts sont des coûts initiaux et combien de ces coûts sont des coûts opérationnels pour toutes les années. En général, on ne parle pas d'établir un budget pour une année, mais de faire un budget pour 3 ans minimum. On sait que c'est très difficile, spécialement dans une société qui commence, dans une organisation qui vient de commencer, quand on ne sait pas ce qui va se passer quand on arrive à la phase d'implémentation. Mais la phase opérationnelle, c'est la première année, on ne sait pas ce qui va se passer la deuxième ou troisième année. Mais cependant, comme Tony l'a dit, il faut parler aux donateurs pour qu'ils sachent à peu près, approximativement, notre habilité, notre capacité de justement établir combien est-ce qu'on va dépenser pour qu'ils puissent vous offrir des dons. Alors, nous avons des budgets, euh, des matériaux pour vous aider à faire votre planning pour que vous puissiez voir combien de points, quels sont les articles qu'on inclut dans notre budget, par exemple. Et ils sont dans la boîte à outils en ce qui concerne la phase de planification.
Et puis, le troisième point, c'est juste le plan de capitalisation. Une fois que vous avez établi combien d'argent avez-vous besoin pour commencer? Comment est-ce qu'on va le faire? Alors, d'abord, il faut retrouver des dons, aussi que des biens et de services en nature, en espèces. Et il faut aussi faire le planning, comme je l'ai dit, pendant les premiers 3 ans. Comment générer ces ressources? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on aura le support pendant 3 ans pour commencer, pour organiser une banque, mais il faut vraiment penser au planning et avoir un plan pour, pour pouvoir continuer à opérer pendant que vous démarrez la banque et vous arrivez au niveau de l'échelle planifiée. Prochaine diapo. Alors, ça, c'est ce que je viens de dire déjà. Alors, une fois qu'on a déjà passé la phase de faisabilité, la phase de capitalisation, je sais qu'une des premières questions à ce point-là sera, OK, comment est-ce que GFN peut m'aider? Pour répondre à cela, je vais appeler Doug encore pour vous dire comment est-ce que GFN peut vous aider. Et après cela, on aura Madame Astrid qui va parler sur comment est-ce que GFN a aidé leur organisation en Indonésie. Merci, Chris. Alors, maintenant qu'on a déjà partagé le planning, les préparations nécessaires, je vais parler de comment est-ce que GFN peut vous aider. GFN offre un certain nombre de ressources qui peuvent être fournies pour aider à la création d'une nouvelle banque alimentaire. Cela inclut des boîtes à outils pour vous guider à travers chaque phase du processus. On va vous aider. On a de l'assistant technique fourni par email ou téléphone ou par Zoom à cause bien sûr des restrictions de voyage. On a des présentations où on peut partager nos expériences et aussi on peut vous présenter aux potentiels partenaires du point de vue global. Alors, on va parler je vais présenter Astrid Paramita qui a travaillé en Indonésie. Elle est CEO de Food Cycle et c'est un des projets en Asie du Sud et cela a montré vraiment un développement impressionnant et nous pensons que son expérience pourrait être très utile pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez parler de cela, s'il vous plaît, Madame Astrid Paramita? Merci. Merci beaucoup. Je suis Astrid de Food Cycle Indonésie. Je vais en parler sur notre organisation. Je pense que comme on est tout neuf, on a commencé en novembre 2017, on a commencé à récolter des aliments de mariage, par exemple, et on a commencé à récupérer du pain des boulangeries et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus. On a eu beaucoup d'attention dans les médias. Alors, beaucoup de gens n'ont pas d'accès aux aliments. Et pour achever cela, pour le faire à échelle, comme Doug et Chris a mentionné, il fallait des ressources. On avait besoin de l'espace, on avait besoin de personnes pour travailler. Alors, en 2019, on a compris que Global Food Network existait et on
est allé parler avec eux et Chris est venu en Indonésie à la mi-2019. Il a passé 12 ans, pardon, 12 heures en train d'apprendre sur notre programme et on a été choisi pour un projet dans lequel la GFN allait nous aider. Cela nous a permis de louer un entrepôt, de recevoir de dons des distributeurs, des supermarchés et des producteurs agricoles. Alors, cela nous a fourni beaucoup de support. On a eu l'opportunité de se mettre en contact avec d'autres banques. Alors, l'année passée, on a distribué 206 tonnes d'aliments à plus de 27 000 personnes et cela n'aurait pas pu être achevé sans l'aide de GFN. Merci. Merci, Astrid. Merci pour vos commentaires, Astrid. Alors, à ce point-là, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions des participants. On a vu les questions dans la boîte Q&A et vous avez en bas à droite les questions et réponses. Si vous avez des questions, veuillez les mettre là-bas et on essaiera de répondre la plupart des questions possibles. La première question qu'on avait, c'est possible pour tout le monde de joindre GFN? Est-ce qu'il faut payer pour être membre? Est-ce que vous pouvez partager les conditions et les termes? Pour faire partie de la GFN, c'est un procès qui prend un peu de temps. Tony a parlé sur cela quand il a mentionné la certification GFN, qui est le premier pas qu'il faut prendre pour faire partie de la GFN. Pour être certifié, les opérations et l'administration doivent respecter les standards et les normes des banques alimentaires globales et la boîte à outils qu'on a mentionnée, on en a justement 6 boîtes à outils, 6 documents qui parlent du processus de planning, de faisabilité, de développer le plan d'affaires, la capitalisation et la préparation pour le démarrage. Et la première boîte à outils parle justement du rôle dans les banques au niveau global. Et c'est ce qu'on appelle le critère d'engagement. Et c'est là que vous allez trouver quelles sont les normes qu'il faut suivre pour achever la certification de la GFN. La plupart d'entre vous, vous êtes ici parce que vous commencez avec l'organisation d'une banque alimentaire ou parce que vous venez de commencer à travailler dans une banque alimentaire ou avec une banque alimentaire. Alors, pour vous, typiquement, vous pouvez vous attendre à un calendrier de 2 à 3 ans pour arriver à ce point de respect des normes. Et la GFN va travailler avec vous pour vous aider à obtenir cette certification. Il n'y a pas de frais, il ne faut pas payer pour faire partie de la GFN, pour recevoir notre aide et il n'y a pas
de frais il n'y a pas de frais pour participer dans le réseau. Il n'y a pas il faut pas payer un coût d'adhésion ou d'affiliation. Alors, plus tard dans la journée, dans notre, ici des États-Unis, l'horaire, vous allez recevoir des liens. Un lien sera pour l'enregistrement de ce webinaire et l'autre lien sera pour que vous receviez la boîte à outils avec tous les documents, avec quels sont justement les exigences pour faire partie de la GFN. Comment est-ce qu'on peut établir des banques alimentaires dans la communauté? Alors, cela nous aide avec, par exemple, une fois qu'on continue avec le programme des vaccins, on pourra voyager plus. Entre-temps, le GFN, selon où vous vous situez dans le monde, il y a peut-être des banques alimentaires qui sont régionales, qui sont proches de vous. Et donc, ce sont des banques avec lesquelles le GFN peut communiquer pour l'assistance technique et pour le mentorage justement avec cette banque alimentaire sœur. Et certaines autres équipes peuvent vous donner des conseils et de l'assistance technique selon le niveau de développement où vous êtes. Si vous êtes encore au niveau de la planification et même la pré-planification, et vous réfléchissez à un concept de comment créer une banque alimentaire, nous pouvons collaborer avec vous grâce donc aux lignes directrices contenues dans la boîte à outils. Nous pouvons vous aider avec des appels Zoom, des courriels, nous pouvons partager du matériel, modèles et d'autres documents pour vous aider à réfléchir sur comment vous allez devenir opérationnel. Et quand vous êtes opérationnel, comment évaluer les opérations? Et il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas se faire comme selon les plans. Et donc, on va vous aider à surmonter les obstacles qui surgissent pour que vous puissiez les gérer et ne pas réagir de façon excessive, car nous allons donc nous accompagner dans ce processus. Et puis, quand nous pouvons reprendre les voyages, nous allons pouvoir vous donner une assistance en présentiel et technique pour que vous respectiez les critères de certification pour que vous puissiez devenir un membre pleinement certifié du GFN. Une question de la Banque alimentaire du Yémen. Ce pays a des terres agricoles, mais beaucoup de produits, les carottes, les tomates et les bananes sont gâchés, sont gaspillés. Comment faire face à ce problème? Beaucoup de banques alimentaires ont créé des relations directes avec les exploitants agricoles et avec les usines de conditionnement et d'emballage pour réduire le gaspillage après la récolte et pour obtenir des produits qui, pour une raison ou l'autre, ne va pas rentrer sur le marché jusqu'au niveau de la vente détail. Le GFN lui-même
à ce moment, examine la création d'un projet pilote avec les exploitants agricoles plus petits pour accélérer l'engagement entre les banques alimentaires et les petits exploitants agricoles. Et ce projet pilote va avancer à la fin de l'année. Mais, mis à part ceci, les banques alimentaires dans plusieurs pays ont déjà des protocoles et des procédures pour engager et créer des partenariats avec les exploitants agricoles et les usines d'emballage et donc avoir accès à des grandes quantités de produits frais. Et donc, nous pouvons tirer profit de ce succès pour vous donner l'assistance technique pour que vous puissiez faire la même chose au Yémen. Il y a un commentaire de quelqu'un qui dit que les données sur le statut nutritionnel est important. Je voudrais encourager de prendre accès à ces données. Nous sommes d'accord. Il est très important de se concentrer sur la valeur nutritionnelle des produits donnés et aussi important que de se concentrer sur l'idée en général des produits donnés. Dans beaucoup de pays, le problème n'est pas seulement de donner suffisamment de calories aux gens, mais il y a aussi un problème de malnutrition très sévère. Et donc, il faut que nous augmentions la disponibilité et le mélange de produits alimentaires dans les mains des personnes qui reçoivent ces produits. Et ceci devrait être une partie importante dans la conception de votre planification. Nous avons une question ici que je voudrais poser à Doug ou à Lisa, car je pense qu'ils sont mieux placés que moi pour répondre à ces questions. La question est la suivante. Avons-nous de l'expérience d'une société une société de logistique en troisième personne? Et nous avons donc un partenariat mondial avec cette société de tierce partie. Lisa, vous voulez parler de ce partenariat? Allez-y, Doug. Merci. Oui, nous avons un partenariat mondial avec une société qui collabore directement avec certaines banques alimentaires. Il y a aussi des sociétés de logistique dans plusieurs pays qui collaborent directement avec la banque alimentaire. Donc, le GFN va identifier avec vous, si vous êtes disponible, un partenaire mondial comme le CHAP ou un partenaire dans votre pays qui peut fournir ce service. En général, il s'agit d'une phase de transition, car les banques alimentaires, en général, organisent leur propre logistique, mais à un certain moment dans leur développement, et au début, c'est très utile, un moyen très utile pour canaliser les aliments d'un point A à un point B. Mais nous allons pouvoir répondre à ces questions individuellement et on peut vous donner un renseignement. Nous voulons trouver le moyen qui est plus logique pour votre évolution. Merci, Doug. Et je peux dire aussi qu'une société comme Grambles a été utile à deux niveaux. Ils peuvent être utiles en faisant une analyse de votre entrepôt et vous donner d'excellents conseils sur comment améliorer le flux de circulation de trafic dans le bâtiment ou comment utiliser l'équipement.
de façon plus efficiente. Et puis, la deuxième façon, la deuxième raison de leur utilité, car ils fournissent des palettes et de l'équipement dans les entrepôts alimentaires, c'est que ces sociétés peuvent créer des partenariats avec des banques alimentaires locales pour que ces ressources soient disponibles gratuitement ou à un coût très réduit. Donc, s'il y a un besoin spécifique, comme Doug l'a dit, dites-le nous et nous pouvons vous guider dans plusieurs directions. Alors, il y a une question pour savoir quelle est la date pour le début des sessions de mentorage. Non, il n'y a pas une date spécifique pour développer ce stage. Si vous avez participé à cette séance aujourd'hui et si vous voulez que GFN communique avec vous et vous êtes dans le processus de planification pour avancer, alors on vous demande de nous envoyer un courriel et l'adresse va être comprise dans le mail que nous allons vous envoyer avec l'enregistrement et les boîtes à outils. Donc, je vais vous donner l'adresse tout de suite. C'est newfoodbankteam@foodbanking.org. Mais vous allez recevoir cette adresse dans le courriel tout à l'heure. Envoyez-nous un mail avec cette adresse et nous allons vous répondre en vous envoyant un questionnaire pour avoir davantage de renseignements sur vous, sur votre planification et où vous en êtes, y compris l'opération. Et si vous êtes déjà dans la phase opérationnelle, nous allons vous poser des questions sur vos opérations. Et quand on reçoit la réponse, il y aura un suivi et nous allons certainement organiser un appel Zoom avec vous pour obtenir encore des renseignements et vous donner des renseignements de notre part. Et puis, il s'agit donc à ce moment-là de créer un plan de travail pour élaborer les facteurs et les conditions de notre collaboration. Alors, une question du Guinée-Bissau. Est-ce qu'il y a un bureau du GFN à Guinée-Bissau? Alors, si j'ai bien compris, vous voulez savoir s'il y a un bureau. Nous n'avons pas de bureau sur le continent africain, mais nous avons des services consacrés pour soutenir le développement des banques alimentaires existantes sur le continent africain. Et donc, nous pouvons donner suite à cette question, comme j'ai à peine dit, en répondant à la question précédente. Une question concernant la boîte à outils et s'il y a des modèles standards concernant les processus ou les guides détaillés pour chaque étape. La boîte à outils qui se concentre sur l'évaluation de faisabilité et le développement du plan d'affaires et la capitalisation contiennent des lignes directrices sur comment créer les différents chapitres, si vous voulez, qui sont nécessaires pour un plan exhaustif. Je pense avoir bien interprété votre question. Nous avons aussi des plans d'affaires modèles que nous pouvons vous remettre et vous donner une idée du résultat, de ce que pourrait être le résultat final, alors que vous élaborez votre propre plan d'affaires. Mon collègue David a écrit
un commentaire pour tout le monde et il a écrit justement l'adresse du courriel que vous devez utiliser pour lancer le processus. La prochaine question, à Mozambique, euh, est-ce que nous pouvons établir, donc créer une usine de conditionnement? Il y a des banques alimentaires qui ont suivi un parcours pour établir, pour créer des programmes pour prolonger la vie des fruits et des légumes frais d'une façon ou de l'autre. Dans dans un cas, la banque alimentaire avait annexé un nombre incroyable de tomates et donc ils ont créé la sauce tomate. Dans un autre cas, il y avait une banque alimentaire qui qui fait de l'emballage en boîte, qui prépare des mises en conserve pour rallonger donc la vie des aliments. C'est une possibilité pour les banques alimentaires, c'est viable, mais je ne vous propose pas que ce soit une direction, un chemin pour une nouvelle banque mondiale, car c'est une opération complexe et coûteuse. Si vous êtes sérieux et si vraiment vous voulez créer une banque mondiale, je vous conseille d'abord de faire la banque élémentaire, de lancer les opérations pour démontrer votre concept. Et quand vous avez donc une opération à échelle viable, que vous avez ceci, vous allez après créer des programmes supplémentaires, par exemple la transformation des produits agricoles ou d'autres fonctions qui ne sont pas liées à la base du concept de la banque alimentaire. Je ne veux pas vous décourager de faire ceci, mais je vous dis seulement ceci, car si vous essayez de faire trop et quand vous faites démarrer la banque alimentaire, ce sera plus difficile pour vous de créer et de stabiliser les ressources nécessaires pour soutenir vos opérations à l'avenir. Et ce sont des missions excessives, c'est trop. Donc d'abord, il faut créer la banque alimentaire, la stabiliser et après, à rajouter des programmes. Bon, alors, je pense qu'on a répondu toutes les questions qu'on avait reçues. Alors, je pense que qu'on a fini notre séance pour la journée. J'aimerais bien remercier tous tous les présentateurs pour participer. Pardon, ça c'est Lisa. Est-ce que vous pourriez parler 2 minutes sur est-ce que les banques alimentaires peuvent commencer à recevoir des fonds de la GFN et comment ça commence? La GFN a des fonds disponibles pour des différentes bourses, des subventions qu'on donne aux banques dans notre réseau. Il y a certaines conditions qu'il faut confirmer et d'abord, par exemple, d'après les lois des États-Unis, parce que la GFN est une ONG qui est basée aux États-Unis, on est bien sûr soumis aux lois des États-Unis en ce qui concerne les
virements de fonds dans des autres pays et il faut faire un processus pour être sûr credibility of the organizations that we provide the funding to. There is parce qu'il y a bien sûr des dépenses, il faut que les fonds soient utilisés pour le but qu'on qu'on a conçu et il faut bien sûr s'assurer de tout cela. Bon, enfin, tout ce qui est juridique, il faut se conformer aux lois. Et à ce point-là, la GFN, il faut établir que l'organisation à laquelle on offre les fonds ou qui requête ces fonds, qui demande ce don, cette bourse, soit une banque alimentaire qui a été créée pour offrir des services de banque alimentaire dans leur communauté et qui a établi tous les programmes et la crédibilité du gouvernement pour garantir les programmes de la banque alimentaire pour s'étendre en échelle. Et nous avons, dans la dernière année, fourni beaucoup d'argent à des différentes banques alimentaires pour soutenir la demande qui a été créée à cause de la pandémie. Et à part ça, on a aussi des fonds qui sont justement ils sont conçus pour renforcer les capacités ou bien pour l'exécution de programmes ou des coûts pour ces sortes de programmes. Il y a une nouvelle organisation avec laquelle on travaille pour le planning et finalement l'implémentation, la mise en œuvre sera pas une organisation, une agence à laquelle on pourrait donner des fonds. Ces fonds viendraient après que les opérations soient commencées et qu'ils ont pu démontrer leur crédibilité et leur efficacité. Est-ce que j'ai raté quelque chose, Lisa? Non, merci. Bon, alors, encore, merci beaucoup à tout le monde pour participer, pour avoir pris le temps de participer. Il faut attendre l'email, le courriel qu'on va vous envoyer avec tous les boîtes à outils. Et si vous voulez participer avec la GFN à l'avance, et à l'avenir, comme je l'ai dit avant, la participation dans la session et l'utilisation de nos ressources ne veut pas dire que la GFN va participer, va s'engager avec vous et cela ne vous permet pas de modifier le matériel qu'on a. C'est juste que, bon, il faut vraiment faire cet avertissement. Bien sûr, comme tout, il faut vous prévenir justement pour que vous le sachiez. Alors, voilà, cette information seront inclus dans nos courriels. Alors, je veux remercier justement les sponsors, General Mills, H-E-B, Brandeis Cargill, la Fondation Piper DeLa, la Fondation Lala, Ingredion, et le lien pour la boîte à outils sera dans
Vous allez la retrouver dans le courriel qu'on va vous envoyer, ainsi que l'enregistrement. Après, merci beaucoup après cette séance. Je vous remercie beaucoup.